Quand il y a une personne handicapée dans la famille, il y a forcément des coûts liés au traitement de la personne. C'est des traitements qu'on fait toutes les semaines, en général tous les jours. Chaque traitement, il faut compter 250 shekels. Donc, on fait vite le compte, c'est un vrai budget. Nous sommes ensemble ce matin avec trois personnalités qui ont, on va dire, dans leur quotidien affaire au monde du handicap, au monde de la précarité. Il s'agit, pour commencer, honneur aux dames, de Yael Gage, assistante sociale au sein des services sociaux de la mairie d'Ashdod. Bonjour Yael. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Marciano, qui fait plein de choses dans la vie, qui est ingénieure, mais qui est aussi maman d'un petit garçon handicapé. Bonjour Laura. Bonjour. Et nous avons le coordinateur Alia Intégration des personnes handicapées au sein de Qualita, Michael Candel. Salut Cathy, bonjour à tous. Voilà, alors on vous a réunis tous les trois ce matin pour essayer d'approfondir un petit peu la question du handicap face à la précarité. Je voudrais qu'on commence avec toi, Michael. Est-ce que tu es confronté à des situations où, lorsqu'on fait son Alia ou lorsqu'on est déjà arrivé, qu'on est handicapé soi-même ou avec des enfants handicapés, les difficultés de l'ALIA se multiplient face à cette situation parfois ingérable? Alors oui, bien sûr, parce que d'abord le premier problème quand on fait son allié en Israël et qu'on a dans la famille une personne avec un handicap, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'État d'Israël ne reconnaît pas immédiatement, au jour où on fait l'aliyah, le handicap de la personne en question. Parce qu'il y a une procédure et que ça ne se fait pas de façon automatique. Ça veut dire que si il y a des dépenses qui concernent la personne avec un handicap qui doivent être faites dès la descente de l'avion, eh ben, l'État d'Israël ne les prend pas en charge de façon automatique et donc automatiquement toutes ces dépenses doivent être prises en charge par la famille. Alors justement, on parle dépenses, Laura, je crois que vous êtes bien au fait de ces questions-là. Malheureusement, quand on a quelqu'un d'handicapé dans la famille, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de frais qui sont liés à ça, pour le bien-être de l'enfant ou de la personne handicapée, mais pour aussi tout un tas de raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le quotidien d'une famille avec un enfant pour votre cas handicapé ? Effectivement, moi je vais surtout vous partager pas que mon expérience, mais l'expérience aussi d'autres familles avec lesquelles nous sommes en contact. Quand il y a une personne handicapée dans la famille, il y a forcément des coûts liés au traitement de la personne. Des fois, ces traitements sont faits au sein de l'école, mais souvent, il faut rajouter des traitements. Donc, c'est des traitements qu'on fait toutes les semaines, en général tous les jours. Chaque traitement, il faut compter 250 shekels. Donc, on fait vite le compte, c'est un vrai budget. Et puis, mis à part ça, il y a des familles qui sont obligées, il y a un des deux parents qui est souvent obligé de rester à la maison pour pouvoir s'occuper de la personne. Donc, en ça, on ajoute le fait qu'il n'y a pas forcément deux salaires dans une famille. Alors, pas de salaire dans une famille. On imagine qu'avec le Covid-19, les choses se sont aussi amplifiées. Ça a dû précipiter des familles vraiment dans des situations inextricables parfois. Est-ce que vous avez, je sais que vous occupez beaucoup de donner beaucoup d'aide à de nombreuses familles. Est-ce que vous avez eu des cas où les gens sont tombés vraiment bas, quoi? J'ai envie de dire, comme dans toutes les familles, le Covid, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les situations qui étaient déjà très limites. Quand il n'y a qu'un salaire et que ce salaire est divisé ou qu'on reçoit 70% de la somme, les familles, pour eux, c'est très difficile. J'ai oublié de mentionner, quant aux frais liés à avoir une personne handicapée, c'est aussi des frais qui sont liés à des équipements spéciaux que nous devons acheter. Donc, que ce soit par exemple des chaises particulières ou pour aller à la salle de bain, ou que ce soit des rampes ou des équipements pour pouvoir manger, etc. Vraiment, tout le quotidien d'une personne handicapée doit être adapté. Et donc, la famille doit acheter pour ça aussi des équipements spécialisés qui sont en général très onéreux. Très onéreux et pas toujours subventionnés, évidemment. C'est ça qui est très, très problématique à gérer. Alors, des fois, on parle d'équipement, des fois, c'est sûr que c'est pour la qualité de vie, donc il n'y a pas forcément des aides, mais c'est une qualité de vie qui est nécessaire. Par exemple, donner à quelqu'un
une fourchette ou une cuillère qui serait adaptée à la personne, c'est sûr qu'on peut lui donner à manger sans cet équipement spécialisé. Donc, c'est pas obligatoire, mais quand on parle d'autonomie, pour la famille, forcément, ça devient obligatoire. Et puis, on fait ce qu'il faut pour l'acheter. Ou quand on parle d'une chaise dans laquelle l'enfant pourrait être seul, c'est pas obligatoire de lui acheter, mais si c'est la seule solution pour qu'il puisse aller d'un endroit à un autre de façon autonome, on se débrouille pour, On sait voilà, quoi, aussi que pour les pour lui enfants, offrir. Enfin, bien sûr, et voilà, c'est en ça où on essaye d'aider les familles pour ça. Hein. pour avoir l'argent nécessaire. Bien sûr, alors on sait aussi que les chaises, parce qu'on en parle, hein, les chaises handicapées, les chaises roulantes notamment, ne sont pas du tout adaptées aux enfants. Donc c'est très compliqué pour les familles. Et parfois, l'enfant ne se déplace pas tout simplement. Et on arrive à des situations assez dramatiques, même psychologiquement. Ça atteint toute la famille, pas seulement les parents. Il y a une chaise justement que nous Bien importons sûr. en Israël depuis pas très longtemps, qui est justement adaptée pour les enfants entre 1 an et 6 ans, donc vraiment pour les tout petits, qui ressemble à une bimba, qui est rouge avec qui est super marrante et qui enlève tout tabou au monde du handicap. Mais bon, voilà, quand il n'est pas financé par le Misrad Abriot, donc à chaque fois, c'est la guerre avec. C'est la guerre. On part en guerre avec les parents pour pouvoir trouver des donateurs et des gens qui seraient voilà, à même de pouvoir les aider pour pouvoir la financer. Alors, Yael Guedj. Voilà, à chaque fois, il faut bien savoir qu'à chaque fois, c'est une guerre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est là, pour essayer de faire bouger peut-être un peu les choses, pour essayer d'amener aussi des donateurs à financer, parce que quand on donne de l'argent pour la Tzedaka, parfois on ne se rend pas compte concrètement à quoi ça sert. Et ça sert dans plein de domaines de la vie et pour plein de populations différentes. Alors Yael Guedj, vous êtes assistante sociale au sein des services sociaux de Ashdod. Quel est votre quotidien, Yael, aujourd'hui est-ce que vous rencontrez aussi des personnes handicapées, en plus des gens que vous aidez au quotidien ? Donc effectivement, on voit de plus en plus de familles qui ont perdu leur emploi, qui sont dans des situations financières très très précaires et qui déjà, comme Laura le disait, avant c'était dur. Donc là, encore pire, ils n'arrivent même plus à boucler les fins de mois. Concernant le handicap, bien sûr que c'est encore plus dur. Je voudrais quand même souligner qu'on en est à notre 3e confinement ici en Israël. Donc un confinement avec un enfant en difficulté ou très lourdement handicapé, c'est extrêmement dur. Même si les écoles spécialisées sont restées ouvertes, il faut savoir qu'il y a eu des isolements, il y a eu des bidouilles, il y a eu des confinements où il n'y avait pas d'école. Et effectivement, il faut gérer 7 enfants parmi les autres enfants. Donc, effectivement, le handicap, c'est complètement une dimension à part. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que parfois, les familles sont nombreuses et il y a un enfant handicapé parmi eux. Donc, c'est non seulement la difficulté à gérer la famille entière, mais en plus à soulager l'enfant handicapé et à gérer tout ce qui va avec. Évidemment, ça complique énormément les choses. Bien sûr. Il faut de l'argent pour ça. Une dimension à prendre en compte, il faut prendre des aides, il faut essayer de l'occuper à part, il faut carrément arrêter le travail s'il est présent à la maison, puisque ça nécessite une surveillance et un mahané, enfin une personne qui s'en occupe. Donc voilà, donc déjà c'est des frais supplémentaires quasi automatiques. D'autre part, on a reçu, je prendrai quand même l'exemple d'une famille entière, Ola Hadasha, qui est arrivée l'année dernière, fin d'année dernière en Eretz Israël, avec un enfant handicapé. Il faut savoir que ça a pris énormément de temps, les commissions du Vitoire Leomi, justement à cause des séguerres, à cause des confinements. Tous les dossiers ont pris énormément de temps. L'enfant est resté à la maison tout ce temps-là et après des mois et des mois, il a eu beaucoup de bilans, il est passé par beaucoup de d'endroits où on fait des bilans, etc. Ici. Et pour finalement avoir une décision, Baruch Hashem, aujourd'hui, positive, il va pouvoir recevoir une allocation, mais ça a pris des mois et des mois. Et en plus, avec la coordination de justement Michael de Kalita, justement d'autres villes, qu'on s'est tous coordonnés pour essayer d'aider cette famille parce que c'est vraiment très, très dur d'avoir un enfant à la maison de cet âge-là. Il n'avait aucune structure puisqu'il venait d'arriver et aucune allocation puisqu'il venait d'arriver aussi. Donc,
Et on a senti le désarroi, mais vraiment le désarroi des parents qui n'en finissaient pas, des commissions, ils ne savaient pas parler la langue, donc il a fallu les accompagner. C'est énormément de commissions pour passer tous les shlavim, tous les caps et tous les degrés pour évaluer exactement le degré de son handicap. Et voilà, donc c'est vraiment une famille qui a... Bien sûr. Michael, quand on entend Yael parler comme ça, on comprend mieux, on touche du doigt la problématique. Ils font quoi ces familles pendant ce temps-là, pendant ce temps où ils n'ont pas de statut en fait pour leur enfant? Alors d'abord, je voudrais souligner l'excellent travail de Yael à Ashdod, ainsi que tous les autres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui aident toutes ces personnes, que ce soit bénévoles ou pas bénévoles, mais c'est des gens qui travaillent jour et nuit pour aider ces personnes, et elle a souligné que ça a eu des résultats, même si ils sont arrivés un peu tardivement, on va dire. Donc, redonne-moi. Non, la question, c'est qu'est-ce que font les familles dans ces cas-là, dans ce temps de latence, on va dire? Ils n'ont pas de statut pour leur enfant, mais en attendant, il faut bien continuer à vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui quittent Israël à cause de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont désespérés, j'imagine? Parce que c'est long, ça peut durer 6 mois, je crois. Plus même, parfois. Alors, des gens qui quittent Israël, moi, pour l'instant, j'en ai pas entendu encore, mais effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont à la maison et ils attendent soit qu'on les contacte, soit que ça se passe, ou jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui les aide. Hier soir, j'ai eu un coup de fil d'une famille à Jérusalem. Ils sont arrivés en 2019 en Israël. Ils ont un fils d'une trentaine d'années avec une trisomie 21. Et bon, ils ont contacté, au début, ils sont venus. Après, ils ont attendu qu'on les contacte. Donc, il y a eu le Covid 1 an, personne ne les a contactés. Ouais, donc, eux, ils ont attendu parce qu'ils sont peut-être polis, je sais pas, ils pensent qu'ils doivent pas, jusqu'à ce qu'ils comprennent au bout d'un an que c'est pas normal qu'une personne avec une trisomie 21 reste dans sa chambre et attende que ça se passe. En un an, ça, c'est pas possible. Donc, il faut recontacter tous les services qui s'occupent d'eux, que ce soit les services municipaux ou que ce soit les services au niveau gouvernemental, des ministères, que ce soit le ministère de la Santé, s'il s'agit de psychiatrie, ou que ce soit le ministère des Affaires sociales, s'il s'agit de retard mental et autres handicaps physiques, etc. Mais donc, c'est la réponse, ces gens-là, ils sont à la maison et ils attendent. Ouais, ils font rien. Ils attendent, ils ne peuvent pas travailler, forcément, c'est très compliqué, quoi. Vas-y. Très compliqué, ils ne peuvent pas travailler. J'imagine que les moyens, parfois, bon, alors, certaines familles ont des moyens, mais beaucoup de familles n'ont pas de moyens, tout juste de quoi se nourrir. C'est parfois compliqué, quoi, vraiment très compliqué. Oui, alors après c'est sûr qu'après ça arrive aux personnes, entre autres à Kalita, qui s'occupent de la tzedaka, mais c'est sûr que par rapport à la personne handicapée, ça ne fait qu'ajouter aux dépenses et à la difficulté du confinement, comme l'a très bien expliqué Yael. Alors, Laura, on sait que, bien sûr, vous aidez, vous, des familles comme ça à titre bénévole parce que vous avez vécu ces situations difficiles à gérer. Qu'est-ce qu'il ressort des discussions? Est-ce que les familles ont besoin aussi d'être aidées psychologiquement pour supporter? Est-ce que les groupes d'entraide suffisent? Comment ça se passe au quotidien? Juste, je voudrais mettre un point sur le fait, des fois on ne pense pas souvent, mais pour une famille, psychologiquement, le fait de demander de la tzedaka, c'est très très difficile. On parle de familles qui, jusqu'à l'arrivée de... Je parle d'un cas où c'est l'enfant qui est handicapé, jusqu'à l'arrivée de l'enfant, ils arrivaient à se débrouiller, ils avaient une vie, ils ne demandaient rien à personne. Et d'un coup, une situation où ils ont besoin de demander de la tzedaka, et ce mouvement d'aller demander de l'aide, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Donc voilà, ça c'était important pour moi de vous dire. Après, oui, c'est sûr que psychologiquement, avoir un enfant différent, ça demande aussi un soutien psychologique. Alors, selon les familles, c'est des familles qui vont puiser l'aide psychologue dans des groupes de soutien. Il y a des familles qui, dans le couple, entre eux, arrivent à se soutenir et à sortir de ça des fois plus proches. Au contraire, il y a des situations où c'est des couples et des familles
Vraiment, c'est vraiment au cas par cas, mais évidemment, c'est sûr que ça a un impact psychologique sans aucun doute. Alors Yaël, justement, Laura nous parlait de la difficulté de venir demander de l'aide. Vous y êtes confrontés chaque jour et je vous ai vu à l'œuvre sur le terrain. Vous avez beaucoup de délicatesse et vous avez une façon de vous adresser aux familles tout à fait particulière. C'est ça l'essence de votre métier aussi? Il faut savoir que les assistantes sociales, comme moi, qui travaillent sur ce projet-là dans chaque ville, on travaille essentiellement avec la population française, au La Hadasha. Et effectivement, on a en fait un lien très différent avec eux parce que d'abord, moi, j'ai étudié en France et j'étais déjà assistante sociale en France. Donc j'ai toute cette culture en commun avec eux. Donc, je sais ce que c'est et je sais ce qu'ils ont reçu en France. Je sais ce que c'est le clash d'arriver ici en Israël et de voir que tout est différent. Vraiment, tout est différent. Le système est différent. Et donc, effectivement, les familles, quand elles arrivent chez moi, il faut les prendre complètement différemment parce que si on commence à évaluer dans le superficiel, etc., et pas se dire c'est une famille qui est au La Hadasha, même si elle est française, même si on dit que l'Alia de France, en général, c'est des gens qui ont de l'argent, etc. Ce n'est plus vrai. J'arrête pas de le répéter. Je le répète ici au service social israélien avec tous les gens, toutes les assistantes sociales avec qui je parle. Ce n'est pas vrai. Ce sont des familles et souvent, quand il y a des enfants handicapés dans la famille, c'est un peu l'alia de la chance de pouvoir mettre dans une structure son enfant qui a grandi parce que les structures manquent en France. Oui, c'est ça, parce qu'on dresse un tableau compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de structures. Faut-il encore y avoir accès en Israël, savoir comment ça fonctionne et les connaître. Ça, c'est aussi très important de le dire. Ils ont besoin d'une orientation, c'est évident. Quelqu'un qui arrive en Israël avec un enfant, une famille qui arrive avec un enfant en difficulté, elle est obligée d'être orientée pour savoir dans quelle structure la plus adaptée sera la plus adaptée, je veux dire, le mieux pour eux. Et effectivement, ils ont besoin d'une aide psychologique, ils ont besoin d'une aide matérielle, ils ont besoin d'une aide. Il faut savoir que la première année, en général, ils ne travaillent pas, ils font l'ULPAN, etc. Ils s'occupent justement de placer tous leurs enfants dans des structures. Donc, effectivement, c'est très, 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 très compliqué. Et ça, moi, je ne suis pas que assistante sociale générale d'une famille. On traite le handicap, on traite le chinour, on traite la perte de l'emploi, donc la réinsertion professionnelle. On traite de tout parce qu'une famille qui arrive de France, elle peut être confrontée à toutes les difficultés, malgré tout le passé qu'elle a en France et toute l'expérience qu'elle a en France. Donc, effectivement, on s'attaque à tous les domaines. Michael, quand on entend Yaël, évidemment, on prend conscience que cette campagne de la Tzedaka est essentielle. Elle a aidé énormément de familles. On a aidé 900 familles l'année dernière. En plus, c'est une aide qui n'est pas une aide ponctuelle, c'est une aide qui va s'étaler sur 1 an. Est-ce que vous avez vu, vous, de vos yeux, le bienfait que ça a apporté aux familles ? Alors, moi, je suis moins proche des familles sur le terrain, donc je pense que Yael est peut-être la meilleure personne pour répondre à cette question. Mais enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est évident que si toutes ces familles qui viennent de France et qui ont touché des allocations en France, qui arrivent en Israël et qui ne les touchent pas, en tout cas les premiers mois de l'Aliyah, c'est évident que le complément de la tzedaka est primordial pour justement essayer de compléter et de faire au mieux et que en fait la personne handicapée au sein de la famille ne soit pas elle-même un handicap pour la famille, pour que ça handicape aussi leur intégration, parce que ça c'est vraiment complètement dommage. Surtout que la société israélienne est une société tout à fait acceptante, on va dire, du handicap. C'est pas du tout comme en Europe ou en France notamment. C'est quelque chose d'assez exceptionnel ici. Faut-il encore avoir l'accès à ces structures ? C'est ça qui prend du temps, qui nécessite aussi de l'argent. Alors, je veux ajouter quelque chose. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, bien sûr.
Ce que je veux ajouter, c'est que il faut savoir que Qualita, par le biais de son directeur général, travaille aujourd'hui sur des solutions de prêt à l'IA, justement pour raccourcir tous ces délais. Et je pense qu'à partir du moment où on arrivera déjà à raccourcir tous ces délais, l'IA et l'intégration se fera beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, en ce moment, on n'y est pas encore. Et donc, c'est pour ça que ce complément de la Tzedaka est autant important. Alors, effectivement, le 21 février sera, on va dire, la grande journée de la Tzedaka. Il y aura 14 heures de direct sur Studio Qualita, voilà, tout simplement. Et on écoutera des témoignages. Il y aura beaucoup de joie à aider, en fait, son prochain. Vous allez être avec nous tous. Qu'est-ce que vous allez faire le 21 février ? Voilà, on sera à la veille de Pourim. Ce sera aussi peut-être l'occasion, de donner, comme c'est la mitzvah, de donner aux pauvres et en tout cas d'aider son prochain qui est dans la difficulté. Vous, est-ce que vous allez participer ? J'imagine que oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Laura. Bon, c'est pas une journée particulière, vraiment. J'essaierai de faire plus d'efforts. On essaye de faire vraiment au jour le jour. Le travail avec ces familles, voilà quoi. C'est vraiment au jour le jour. C'est un processus. C'est essayer de comprendre le besoin de ces familles. Vraiment, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye vraiment de comprendre leurs besoins pour qu'ils n'aient pas la nécessité de demander concrètement, parce que vraiment, c'est très difficile de demander de l'aide. Nous, concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est de fournir des petites chaises roulantes aux familles. On essaye de trouver des financements pour cela. Voilà, on espère que ça aussi, ça vous aidera. On rappelle, bien sûr, que tous les dons sont déductibles des impôts reçus CERFA en France, reçus CIF 46 en Israël. Et puis, surtout, les dons sont matchés. On ne cessera de le dire. Lorsque vous donnez 100 shekels, la personne qui sera aidée par l'opération Tzedaka by Qualita recevra 200 shekels. Voilà, donc ça, c'était vraiment important. Tous les frais de structure sont pris en charge par Qualita, c'est-à-dire que vos dons sont intégralement reversés aux familles qui en ont besoin. Et les dossiers sont étudiés avec beaucoup de minutie. Yael, je sais que vous avez mis aussi un point d'honneur à participer à cette façon de redistribuer l'argent. Il y a des commissions, on fonctionne avec des commissions qui se passent en général au moins une fois par mois, au moins parce qu'on a reçu plus de dossiers par la suite. Donc, il y a des commissions où on se réunit, on parle, on regarde, on étudie tous les documents de la famille, on en discute entre nous, on voit ce qu'il y a à faire après l'aide, avant l'aide, pendant l'aide, si on peut. C'est très constructif, en fait. On veut que l'aide soit constructive, on ne veut pas que ce soit une aide comme ça et la famille reste. On veut que ce soit accompagné d'un projet. Et donc voilà, donc effectivement, cette année, on s'est beaucoup réunis et j'ai beaucoup travaillé avec Qualita aussi pour les familles d'Ashdod. Et moi, en tout cas, le 21, je prierai pour vous pour que vraiment cette Tzedaka, elle fonctionne, elle marche et qu'elle ait énormément de succès, au moins comme l'année dernière, voire plus. Et pour qu'on puisse vraiment aider les familles parce que à mon avis. On peut les aider sur plein de plans, évidemment. Activer le laps de temps pour obtenir ses droits, aussi obtenir des médicaments. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à l'entraide. Je reviens sur ça, mais vraiment, les mois d'attente où les familles n'ont pas de moyens pour aller au traitement, c'est des enfants qui n'ont pas d'orthophoniste, de physiothérapie. Vraiment, c'est pas comme un cours d'anglais qui va pas avoir pendant quelques mois et qui rattrapera après. C'est vraiment après ça. C'est un vrai manque pour l'enfant. J'espère que les gens qui nous écoutent, qu'ils soient en France, en Israël ou ailleurs, auront été sensibles à vos interventions et qu'ils seront là, partenaires de cette magnifique élan de solidarité où toutes les associations sont solidaires pour essayer de faire avancer la cause et aider des gens vraiment qui en ont besoin. Merci pour votre travail à tous les trois, chacun dans votre domaine. Bravo. Merci à vous. Voilà, et à très bientôt.